Bonjour, bienvenue dans cette masterclass avec Nathan et Design. Mon nom est Arnaud Fournier, je suis le fondateur de Learning Law Corp et également enseignant à l'université Paris 2 Assas et Paris 12 UPEC ainsi que dans de nombreuses écoles de commerce. Aujourd'hui, nous allons parler de la conformité, mais de la conformité en action et je vais vous expliquer comment, personnellement, pour mes clients, j'utilise des solutions de chez Nathan ou Design pour pouvoir faire une conformité qui soit totalement efficace dans les entreprises. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la compliance, elle se divise en deux phases. Il faut comprendre que l'État ne veut pas s'amuser à aller chercher dans les entreprises pour voir si les entreprises respectent le droit. L'État va déléguer le soin aux entreprises de faire respecter le droit en interne. Et ensuite, au sein des entreprises, il y a un outil de gestion des risques juridiques. Donc ça vient du haut, c'est-à-dire que l'État veut que les entreprises respectent le droit, et ça vient de l'interne aussi, par en dessous, pour qu'il n'y ait pas de risque au sein de l'entreprise, ce qui est totalement normal. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, l'État délègue aux entreprises le soin de faire respecter le droit en interne. Les grands domaines de la conformité juridique, de la compliance, le terme anglais, les grands thèmes sont principalement la lutte anticorruption, la concurrence, l'antitrust, lutte contre le blanchiment et récemment, il y a eu la protection des données personnelles avec le RGPD. Toutes ces solutions sont disponibles par le biais de fournisseurs de solutions type e-learning que l'on verra tout à l'heure, mais par exemple pour la lutte anticorruption, pour le droit de la concurrence et pour la protection des données personnelles, avec Nathan, nous avons des solutions que nous utilisons très fréquemment. Ensuite, au sein des entreprises, c'est un outil de gestion des risques juridiques. Vous le savez probablement, les entreprises doivent gérer le risque en interne. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le risque juridique, ce ne sont pas simplement des amendes. Il y a ce qu'on appelle des risques collatéraux. Et parfois, les risques collatéraux ont beaucoup plus d'impact que les risques amendes. Donc, par exemple, la maison mère, elle peut être tenue solidairement responsable du paiement d'une amende. C'est-à-dire qu'on a un groupe d'entreprises et vous allez avoir une filiale qui fait une bêtise juridique, corruption, droit antitrust, droit de la concurrence, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, si la filiale ne peut pas payer, c'est la mère qui va devoir payer solidairement. Ensuite, il faut bien comprendre qu'un des risques collatéraux, c'est par exemple qu'en payant cette amende, vous pouvez éventuellement faire un prêt en tant qu'entreprise. Vous pouvez faire un prêt auprès d'une banque. Les banques ne sont pas tout à fait, n'aiment pas tout à fait faire des prêts pour ce genre de choses. Et donc, on va prendre dans le cash flow d'une entreprise. Si jamais une entreprise a un peu de cash flow, eh bien, ce cash flow va disparaître pour payer l'amende. Ensuite, il faut bien comprendre, à l'époque c'était le cas, mais les amendes ne sont plus admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés. Et enfin, il faut comprendre, mais il y en a d'autres derrière, des risques collatéraux, il faut bien comprendre que lors d'un rachat ou d'une fusion, il est évident que l'acheteur d'une entreprise, s'il découvre qu'il y a des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques de corruption ou un non-respect des règles de données personnelles, eh bien, il va essayer de faire baisser la valeur de l'entreprise. Ensuite, il y a un autre risque collatéral qui est le risque image. Il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par l'image et il est évident aussi que des gens qui voudraient faire affaire avec l'entreprise qui risque de se faire sanctionner parce qu'elle n'a pas réussi à diminuer les risques concurrence, les risques corruption dans une entreprise, eh bien, l'image va être écornée. Et on estime que pour récupérer le niveau de l'image qui a été écornée, il faut à peu près 5 à 6 ans. Ensuite, une autre chose, il y a ce qu'on appelle des leniency qui peuvent être possibles. Leniency, ça veut dire que vous allez aller voir les autorités pour dire « Ok, pardon, mea culpa, on a fait une bêtise, est-ce que si on travaille ensemble, il serait possible de diminuer l'amende ?» Eh bien, la leniency, donc ce qu'on appelle donc, ces programmes où on va en fait se dénoncer et on va aider les autorités pour clore le dossier, eh bien, ces leniency, parfois, il faut être les premiers pour avoir une grosse baisse de sanctions ou pour pouvoir bénéficier de beaucoup de choses que les autorités peuvent vous octroyer. Si vous avez un programme de conformité juridique, un programme de compliance en interne, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être les premiers à le savoir par rapport à d'autres personnes. Ensuite, il faut bien aussi se souvenir qu'un des dommages collatéraux, c'est la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Il peut y avoir, dans certains cas, pas beaucoup en droit de la concurrence, mais très régulièrement, il peut y avoir des condamnations pénales pour, par exemple, des pratiques de corruption. Il existe aussi dans certains pays, pour des entreprises qui agissent dans plusieurs pays, il y a ce qu'on appelle la disqualification. Disqualification, ça veut dire que la personne qui était responsable de l'entreprise ou des managers, on peut leur dire eh ben, « Désolé, vous n'avez pas su diminuer les risques, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour que les salariés en interne, les opérationnels ne fassent pas de bêtises, eh bien, vous ne pouvez plus gérer d'entreprise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. » Ça arrive régulièrement, en tout cas, dans les pays anglo-saxons.
Et évidemment, et ce n'est pas encore fini, puisqu'il y a encore d'autres risques collatéraux, eh bien, on a découvert, et c'est une étude américaine qui avait montré ça, on avait découvert que la valeur d'une entreprise peut baisser alors même qu'il n'y a pas de sanction, mais simplement parce qu'il y a eu, par exemple, une enquête dans l'entreprise, une perquisition. Eh bien, rien que ça peut faire perdre de la valeur à une entreprise. Et on va terminer avec quelques dommages collatéraux. Il est évident que si, par exemple, une entreprise qui n'a pas mis en place un programme de conformité, malheureusement, il y a des pratiques de corruption ou des pratiques anticoncurrentielles dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Il pourrait y avoir une condamnation et ensuite, on peut vous dire que vous n'avez plus le droit de répondre à des appels d'offres. Et ça peut être très problématique pour des entreprises qui vivent de réponses à des appels d'offres. Pareil pour les gens qui voudraient venir travailler dans l'entreprise, les candidats, de plus en plus, surtout la jeune génération, n'aiment pas travailler pour des entreprises qui pourraient avoir une mauvaise presse parce qu'elles ne respectent pas les règles éthiques. Et les employés traditionnels, peut-être qu'à un moment aussi, si le programme de conformité, le programme de compliance n'est pas bien mis en place dans une entreprise pour éviter ces dérives de droit de la corruption ou ces dérives de droit antitrust, de droit de la concurrence ou ces dérives de données personnelles, eh bien les employés traditionnels peuvent commencer à se lasser et à dire « moi j'en ai marre de travailler pour une entreprise qui ne respecte pas les règles éthiques ». Encore un dommage collatéral qui est très connu, c'est que les agences de notation, quand une entreprise veut faire des demandes de prêt, eh bien les agences de notation, très souvent, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent bah, « moi je vais vérifier si vous êtes une entreprise éthique, je ne veux pas mettre une bonne note à l'entreprise si demain elle risque de se faire condamner parce que son programme de compliance n'est pas suffisamment costaud ». Donc ça, ce sont les dommages collatéraux. Et le tout dernier dommage collatéral, c'est que des concurrents de l'entreprise, si jamais on découvre que l'entreprise qui n'avait pas mis en place un programme de conformité ou de compliance qui était suffisamment robuste, eh bien, des concurrents peuvent se jeter sur une condamnation pour dire « Ah, regardez, le programme a été mal fait, regardez, il n'y avait pas du tout de programme, par exemple, eh bien, c'est une concurrence déloyale. » Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de programme de conformité, principalement pour le droit de la corruption, s'il n'y a pas de programme de conformité, eh bien, c'est de la concurrence déloyale, puisque moi, je suis son concurrent, et moi, j'ai mis en place un programme de conformité, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a peut-être freiné dans mon business, mais eux, en revanche, ils n'ont pas mis de programme, et donc, il y a de la concurrence déloyale. Et ensuite, si jamais l'entreprise, elle est sanctionnée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va aussi pouvoir dire que des concurrents se sont sentis lésés, parce que, par exemple, vous avez remporté des marchés, parce que vous n'avez pas mis en place un programme de conformité suffisamment robuste pour éviter certaines dérives. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir en introduction de cette masterclass. Il faut comprendre aussi que le programme de conformité, de compliance, que ce soit pour l'anticorruption, que ce soit pour l'antitrust, que ce soit pour le RGPD, en général, fonctionne de la façon suivante. Il y a trois phases. Une phase amont, il y a le cœur du programme, et il y a une phase aval. Je vais vous les expliquer. Pour commencer avec la phase amont du programme, il faut savoir où l'on va et il faut savoir ce que l'on va attaquer. On va faire donc ce qu'on appelle une cartographie des risques. Les gens qui font des programmes de conformité, de compliance, ont déjà entendu parler de la cartographie des risques. Cartographie des risques, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez, c'est ce qu'on appelle les KYB, c'est Know Your Business. Vous devez connaître votre business. Parce qu'on veut que vous connaissiez votre business pour savoir où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes. Des problèmes en droit de la concurrence, des problèmes en droit de la corruption, ou des problèmes en données personnelles, ou encore d'autres, blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, on va devoir, avant de faire la phase amont, faire une cartographie des risques. Et pour pouvoir faire cette cartographie des risques, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un audit en interne. Cet audit va passer par deux principaux blocs. Le premier bloc, c'est une revue de documents, donc c'est quelque chose qui prend un peu de temps quand même, qui demande de l'énergie. Souvent, c'est l'audit dans une entreprise qui fait ça, ou la direction juridique. On va faire une revue de documents sur nos produits, nos fournisseurs, nos concurrents ou nos clients. Une fois qu'on a fait cette revue de documents, qui peut être plus ou moins large, on va le voir juste après, eh bien, on va passer à des questionnaires. On va poser des questions aux gens en interne sur les produits, sur les fournisseurs, sur les consommateurs, les clients et sur les concurrents. Donc en général, on commence par la revue de documents. On commence par la revue de documents parce qu'on va découvrir des choses en scannant les documents qui vont nous permettre après de poser les bonnes questions aux gens en interne, aux salariés en interne. Donc s'il y a énormément de documents ou qu'il y a beaucoup de personnes à interviewer, il peut être plus sage de demander de l'aide. Si en interne on n'a pas les ressources nécessaires, on va demander de l'aide à des cabinets d'avocats, par exemple. S'il y a énormément de documents qui doivent être scannés
pour essayer de faire cette cartographie des risques, on peut aussi utiliser des outils qu'on appelle des logiciels de e-discovery. Donc comprenez bien que ça, des cabinets d'avocats ou des logiciels, ce sont des outils externes que vous allez utiliser pour pouvoir faire cette cartographie des risques. Une fois que vous avez scanné les emails, les messages WhatsApp, parce que très souvent, tout ce qui est pratique de corruption, les pratiques anticoncurrentielles, principalement ces deux-là, principalement ça passe par des emails, par des WhatsApp, par des messages, etc., etc. Vous avez le droit de scanner tout ça, vous avez le droit de faire un audit en regardant tous ces documents-là, mais attention, il est très important d'associer avec vous les ressources humaines ou des avocats en droit du travail, car il y a des règles à respecter, que ce soit pour le droit du travail ou pour le droit civil, pour, si jamais vous voulez, éviter les risques, quand vous allez scanner tous ces documents, quand vous allez regarder tous ces documents, de découvrir des données personnelles. Donc ça, il faut être aussi aidé. C'est des outils que vous allez déployer et vous allez être aidé par exemple, des cabinets d'avocats ou par des consultants externes. Une fois que vous avez scanné ces documents, une fois que vous avez posé les questions aux bonnes personnes que vous avez identifiées en amont, vous allez faire une synthèse des problématiques que vous auriez pu avoir découvertes. Cette synthèse-là va vous permettre de faire la cartographie des risques. Donc voilà à quoi ressemble une cartographie des risques. Vous voyez, on appelle ça une heat map avec des couleurs qui sont plus ou moins chaudes. Donc quand c'est vert, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas trop de problèmes, et quand c'est rouge, on estime qu'il y a des gros problèmes. Comment on détermine si c'est vert, si c'est orange, jaune ou rouge? On va le déterminer parce qu'on va estimer que est-ce qu'il y a une probabilité que le non-respect du droit soit fait, et de l'autre côté, on va regarder si ça va avoir un impact sur l'image ou les finances de l'entreprise. Donc on va cumuler ces deux choses-là. Est-ce qu'il y a un risque fort que ça arrive? Et si ça arrive, quel va être l'impact sur l'entreprise? Et donc, on va regarder et on va déterminer quelles sont, par exemple, celles qui sont les plus certaines et qui vont avoir un impact catastrophique sur l'image de l'entreprise et sur les finances de l'entreprise et tous les dommages collatéraux que je vous ai évoqués juste avant. Et bien là, par exemple, vous voyez, concernant du droit antitrust, on voit que faire ce qu'on appelle des faux appels d'offres, je résume, faire des faux appels d'offres, et donc s'entendre entre concurrents pour se répartir les appels d'offres, peut-être que vous avez découvert que ça sent pas bon dans notre entreprise, j'ai l'impression que ça arrive assez souvent. En revanche, faire des boycotts de fournisseurs entre concurrents, par exemple, bon, visiblement, c'est pas trop le cas chez nous, donc c'est dans le vert. Mais vous comprenez bien qu'une fois que vous avez découvert ce qui était orange, jaune, vert ou rouge, eh bien, vous allez avoir des priorités. Pareil, par exemple, ici, vous voyez, pour le droit anticorruption, on a aussi des heatmaps qui nous permettent de savoir où est-ce que l'on va mettre l'emphase de notre programme de conformité. Il faut bien comprendre que la cartographie des risques, c'est ce qui va vous permettre de savoir où mettre les priorités. Pour faire une cartographie des risques, pour avoir ce petit schéma-là que vous avez vu là, ou ce schéma que vous voyez ici, eh bien, on utilise, enfin moi personnellement, j'utilise des logiciels qui vous permettent de rentrer toutes les données que vous avez découvertes pendant votre scanning de documents et les interviews que vous avez faites, et vous rentrez tout ça dans un ordinateur ou un logiciel qui est dédié, et vous allez avoir des cartographies des risques. Si vraiment le travail est colossal ou très important et que vous n'avez pas le temps et les ressources, vous pouvez être aussi accompagné. Moi, très souvent, comme outil externe, j'utilise des cabinets qui vont nous aider à mettre en place cette cartographie des risques. Attention, cette cartographie des risques, elle est très importante, par exemple, pour le droit de la concurrence, mais elle est obligatoire pour le droit anticorruption. Donc là, on a fait notre cartographie des risques. Ensuite, on va déterminer le plan de déploiement de cette cartographie des risques. Le plan de déploiement, il va être assez simple. Donc là, on est bon, on a fait la cartographie des risques, on sait où sont les problèmes. Une fois que l'on sait où sont les problèmes, on va se dire comment est-ce qu'on va déployer notre programme de conformité. Programme de conformité, si vous n'avez pas les documents nécessaires, ce n'est pas un problème. Il y a un document qui va faire la loi, plus ou moins, ça dépend après des pays dans lesquels vous êtes, parce que si vous n'êtes basé qu'en France, vous pouvez par exemple vous référer aux documents qui sont sur les sites de l'AFA pour l'anticorruption ou les sites de l'autorité de la concurrence pour le droit de la concurrence ou sur les sites de la CNIL pour tout ce qui est données personnelles. Mais si vous n'avez pas, si vous avez beaucoup de filiales ou autres, vous pouvez vous baser sur un document qui est très intéressant, c'est les documents ISO. Il y a un document ISO que vous voyez là, qui est une synthèse de management de la conformité, c'est payant, vous l'achetez, et ensuite vous avez tout qui est expliqué de comment est-ce qu'on doit déployer un programme de conformité.
C'est assez intéressant puisque les programmes de conformité ont été un petit peu modifiés ces derniers temps par la norme ISO et on voit que quand même il y a beaucoup de rapports avec les documents américains. Si jamais par exemple vous travaillez avec les États-Unis, ne pas oublier aussi quelque chose, c'est que votre cartographie des risques elle est importante et votre programme de conformité il est important, même vis-à-vis des autorités américaines. Pourquoi? Parce que les autorités américaines, elles peuvent venir sanctionner une entreprise française pour avoir fait des pratiques de corruption, par exemple, ou des pratiques antitrust dans un pays qui ne sont pas les États-Unis. Donc en fait, les Américains ont une loi qu'on appelle extraterritoriale qui peuvent venir s'appliquer, cette loi peut venir s'appliquer ici en France pour une entreprise française qui a fait du business, par exemple, avec un pays en Afrique ou avec un pays qui est en Russie. Donc, vous êtes quand même aidé, au-delà de la norme ISO, vous êtes aidé, par exemple, en droit anticorruption, par des documents de mise en pratique, vous voyez, d'un programme de conformité, et la même chose en droit antitrust. Tous les programmes de conformité, que ce soit corruption, que ce soit antitrust, que ce soit RGPD, que ce soit blanchiment d'argent, que ce soit harcèlement, etc., reposent quasiment tous sur des mêmes plans de déploiement. Vous avez des outils qui vont devoir être déployés en interne. Donc c'est ce que mon entreprise fait pour les sociétés. Les sociétés me demandent de déployer un certain nombre d'outils pour que le programme de conformité soit le plus efficace possible. Et là, vous avez sous les yeux le plan de déploiement avec les outils qu'il va falloir utiliser. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais vous voyez, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire pour que votre programme de conformité, et c'est important, votre programme de conformité soit jugé efficace. Parce que s'il n'est pas jugé efficace, on va dire que votre programme de conformité, il est cosmétique. S'il est cosmétique, les autorités vont dire « on ne me l'a fait pas à moi, j'ai bien compris que vous avez dit que vous aviez développé un programme de conformité, mais pour moi, il ne sent pas le programme de conformité efficace. » C'est un programme de conformité cosmétique, messieurs, que vous avez fait. Et à ce titre-là, je ne peux pas aller dans votre sens, ou bien pour des réductions d'amende, ou bien pour pouvoir faire une transaction avec les autorités. Donc, vous voyez ici, là, vous avez un plan de déploiement avec tous les outils. C'est des outils à minima qu'il faudrait déployer pour que le programme soit efficace. Si vous ne voulez pas faire un programme efficace, c'est libre à vous de le faire, mais après, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière vis-à-vis des autorités. Donc là, on est bon, on a fait notre cartographie des risques, on a imaginé le plan de déploiement et maintenant, on va mettre en place le programme de compliance, le programme de conformité juridique. Les documents qui sont nécessaires en amont de quoi? Je reviens en arrière. Regardez, je vous parle de l'amont du programme, je vous parle du cœur du programme et je vous parle de l'aval du programme. Je vous le dis tout de suite, le cœur du programme, ce sont les formations. Les formations, vous verrez, soit en présentiel, soit en e-learning. Mais avant cela, il est nécessaire de faire en amont du programme une communication par le biais, par exemple, de documents et on va le voir de tone of the top par la direction. Donc, ces documents-là, ce sont des documents très connus qu'on appelle charte éthique ou code de conduite. La différence entre charte éthique et code de conduite, c'est mon point de vue, maintenant chacun voit des définitions différentes, mais pour moi la charte éthique c'est un document vraiment très général, sans détail sur les pratiques que l'on n'a pas le droit de faire. On donne son éthique, l'entreprise va dire voilà moi à quel point je suis éthique. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir creuser, mais ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez creuser certains thèmes sur lesquels d'ailleurs votre cartographie des risques vous a alerté, eh bien vous allez faire des codes de conduite beaucoup plus précis sur certaines pratiques d'entente, de boycott, d'abus de position dominante ou des pratiques sur les cadeaux, parce que vous avez déterminé par exemple dans votre cartographie des risques qu'en corruption, les cadeaux, chez nous, dans notre entreprise, ça risque de poser problème, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Eh bien vous avez tout intérêt, je pense, à avoir votre charte éthique globale générale en disant nous respectons le droit anticorruption, nous respectons le droit antitrust, de droit de la concurrence, mais maintenant on a aussi un code de conduite. Ce code de conduite va aller beaucoup plus précisément dans le détail. Et là, moi j'utilise très régulièrement les solutions de chez Design Nathan parce que dans le e-learning que l'on verra un peu plus tard, dans le avant de rentrer dans l'e-learning, il est possible de demander aux salariés de l'entreprise qui doivent être formés d'accepter de télécharger le code de conduite et la charte éthique et s'ils ne veulent pas, eh bien ils ne peuvent pas poursuivre dans la formation. Donc là, ce qu'on va demander, alors après, il peut y avoir des problématiques juridiques sur le droit du travail, bon, je vous passe, ce n'est pas le sujet ici, mais vous allez demander aux personnes qui vont faire des formations ou qui vont faire des e-learning et ou des e-learning de cocher qu'ils ont bien téléchargé
le code de conduite, qu'ils ont bien téléchargé la charte éthique de l'entreprise. Et vous verrez que c'est important, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir téléchargé ce document-là, ça va permettre d'être opposable au salarié si plus tard il y a un problème. Si le salarié a fait une pratique anticoncurrentielle, si le salarié a fait une pratique de corruption, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir le salarié et on va lui dire bah, « écoutez, vous êtes gentil, mais vous avez été formé sur ces pratiques-là, vous n'avez visiblement pas respecté. En plus, on vous a dit, c'était marqué dans la charte éthique et dans le code de conduite, qu'on ne serait pas tolérant avec ce genre de pratique. Vous avez été mis au courant, je suis désolé, vous avez un avertissement. Ou je suis désolé, ce n'est pas la première fois, on va devoir penser à un licenciement pour faute. » Donc voilà pourquoi la charte éthique et le code de conduite, c'est très important, oui, d'en faire une, mais c'est surtout ultra important de pouvoir prouver que le collaborateur, que le salarié, que l'opérationnel a bien téléchargé cette charte éthique et ce code de conduite. Donc là, on a dans les documents de l'AFA, sur le droit anticorruption, on a effectivement cette partie sur les codes de conduite. Mais on a aussi une partie, que vous voyez ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle le tone of the top. Ça veut dire que le ton doit être donné depuis le management, depuis même la direction. Le tone of the top, c'est quelque chose qui est indispensable pour toutes les autorités, hein, que ce soit pour le droit de la concurrence, que ce soit pour le droit de corruption, ou même pour le RGPD, pour la lutte contre le blanchiment, le harcèlement, etc. Souvent, le tone of the top, il est communiqué dans la charte éthique, mais il peut être répété aussi dans le code de conduite. Et le tone of the top, donc, c'est la direction, le PDG, le directeur général, le gérant d'une entreprise ou autre, ou le management exécutif, qui va dire « nous nous engageons dans cette entreprise à respecter les règles anticorruption, droit de la concurrence, etc. etc. » Donc il faut que ça soit un tone of the top. C'est indispensable, c'est la base et le minimum. Cependant, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce tone of the top, vous pouvez soit le mettre en petite vidéo, c'est-à-dire que par exemple vous avez le directeur général ou le PDG qui va faire une mini vidéo de quelques secondes en disant « Bonjour, nous respectons, nous avons décidé depuis de nombreuses années de respecter les règles éthiques. Je vous demande en tant que PDG, en tant que gérant, en tant que directeur général de respecter les règles éthiques que vous connaissez et qui sont dans la charte éthique ou dans le code de conduite. » Eh bien cette petite vidéo, vous pouvez les mettre, toujours pareil, sur l'interface. Par exemple, moi j'utilise Design, sur l'interface, pour avoir une petite vidéo au début du e-learning. Donc comme ça, grâce à l'outil Design, par exemple, ce que je fais, c'est j'arrive à faire cocher la case « j'ai bien eu le code de conduite ou la charte éthique » et j'ai bien visionné, avant de pouvoir commencer la formation, j'ai bien visionné ou la vidéo ou le document de la direction qui fait le tone of the top. Attention, le tone of the top, ce n'est pas suffisant, c'est obligatoire. Évidemment, ça va dépendre du domaine de droit, hein, anticorruption, droit de la concurrence, antitrust ou RGPD, lutte contre le blanchiment. Il y a des règles un petit peu différentes pour tout le monde. Le tone of the top, c'est classique. Mais par exemple, les autorités américaines ont dit « mais moi, le tone of the top, c'est bien ». Mais moi, je veux un vrai conduct of the top. Le tone of the top, juste dire, il faut qu'on respecte le droit, il faut qu'on soit éthique, c'est bien gentil, mais ce n'est pas ça qui va faire modifier le comportement des salariés sur place ou des opérationnels. Les salariés, les opérationnels, ce qu'ils veulent, c'est vérifier qu'effectivement, il y a bien des conduites en interne qui sont dans le sens de l'éthique. Donc, les autorités américaines, elles ne vont pas juste vous demander, et les autorités françaises aussi, hein, et autres, espagnoles, italiennes, ce que vous voulez, elles ne vont pas juste vous demander un tone of the top, elles vont vous demander le tone of the top et prouver que derrière, vous avez fait ce qu'il fallait pour que les gens soient engagés dans le respect des règles éthiques. Donc vous voyez, par exemple, là, on a des tone of the top, mais on a aussi, par exemple, vous voyez, ici en bas, conduct, c'est une implication officielle des dirigeants à suivre les formations. Vous comprenez bien, et ça arrive dans beaucoup de sociétés, hein, où la direction ne fait pas les formations que font les opérationnels. Et si jamais ça vient à se savoir, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, les opérationnels, les salariés, qui font les formations, se disent « Ah bah ok, en fait, c'est une obligation pour eux, mais ils n'y croient pas. La direction n'y croit pas. » S'ils découvrent que la direction ne fait pas les formations, en droit de la corruption, en droit antitrust ou en autre, eh bien le problème c'est qu'il risque d'y avoir un décalage et une perte de crédibilité. Et ça, les autorités américaines n'aiment pas du tout ce genre de choses. C'est pour ça qu'elles font la distinction entre tone of the top et conduct of the top. Donc voilà ce qui se passe. On peut aussi constater un conduct of the top en disant il faut respecter les règles éthiques et moi, ce que je vais faire, eh bien, je vais sanctionner vraiment les salariés. Je sais que si vous regardez cette masterclass, et peut-être que vous êtes un petit peu intéressé dans tout ce qui est compliance, conformité, mais très souvent, on constate que les entreprises ne modifient pas leur contrat avec les salariés en disant « attention,
vous devez respecter les règles éthiques qui sont dans la charte éthique ou dans le code de conduite, mais il n'y a aucune sanction derrière. Donc on sent bien que c'est encore une fois de plus juste un tone of the top et non pas un conduct of the top. Donc logiquement, ce qui se passe, c'est parce que les salariés, malheureusement, font le coût-bénéfice et inconvénient dans une pratique anticoncurrentielle ou une pratique de corruption, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va forcer les salariés, les opérationnels, à y penser à 2 fois puisqu'il va y avoir des sanctions derrière. Si vous ne modifiez pas, malheureusement, les contrats, c'est le risque, c'est que les opérationnels ne jugent pas sérieux ou crédible le programme et que donc votre tone of the top n'est pas crédible. Donc, en général, comme on veut passer d'un tone of the top à un conduct of the top, on forme la direction, on modifie les contrats de travail. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais Monsieur Fournier, vous êtes gentil, mais c'est pas possible de changer les contrats de travail de 10 000 personnes qui ont déjà signé leur contrat de travail. Je l'avoue, c'est pas facile. En tout cas, la moindre des choses, c'est de faire dans les nouveaux contrats de travail des nouveaux arrivants dans l'entreprise, c'est de leur faire signer un contrat où dedans il y a une clause ou 2 clauses sur le respect des règles éthiques. D'autant plus que normalement, les chartes éthiques, les codes de conduite sont annexés au règlement intérieur, à défaut d'être annexés en annexe, en annexe du contrat de travail. Donc, normalement, le minimum du minimum, pour qu'un tone of the top devienne un conduct of the top, c'est d'avoir des contrats pour les nouveaux arrivants qui ont des clauses sur le respect des règles éthiques. Pour les anciens, on peut faire un avenant au contrat. Ou encore, beaucoup plus simple, c'est annexer la charte éthique ou le code de conduite au règlement intérieur, puisque d'un point de vue du droit du travail, ça va être quelque chose qui va vous permettre de l'opposer à la fois aux salariés qui n'auraient pas respecté les règles éthiques et en même temps de montrer aux autorités que oui, c'est bien crédible ce que je viens de faire, puisque regardez, j'ai mis les chartes éthiques et les codes de conduite en annexe du règlement intérieur. Donc voilà grosso modo comment on passe pour l'amont d'un conduct of the top à un tone of the top. On peut aussi, pour éviter la contagion, on peut aussi changer les contrats que l'on a avec nos fournisseurs, avec nos clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire un effet de contagion. C'est-à-dire que si, dans les contrats que vous signez avec vos fournisseurs, avec vos distributeurs ou avec vos clients, pas les clients finaux obligatoirement, eh bien, ils vont comprendre et ils vont voir que vous respectez les chartes éthiques et que si quelqu'un de chez eux, de votre fournisseur ou de votre distributeur commence à essayer d'attirer les gens de chez vous dans une pratique pas éthique, eh bien, ils vont comprendre que pour vous, c'est un sujet sérieux et peut-être qu'ils vont commencer à se dire « Bon, très bien, je signe le contrat avec vous, j'ai compris que vous respectez les règles éthiques, visiblement, vous y croyez vraiment parce que vous avez mis ça dans notre contrat, très bien, effet de contagion et petit à petit, vos fournisseurs, vos distributeurs, on l'espère, vont commencer à eux aussi respecter les règles éthiques. » Donc voilà pour l'amont du programme. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces documents, que vous avez fait le tone of the top, le conduct of the top, il est normal pour tout programme de compliance et il est efficace et il est jugé crédible par les autorités de faire le cœur du programme, ce sont les formations. Donc les formations, donc là, il peut y avoir débat sur est-ce qu'on fait des formations en présentiel ou est-ce qu'on fait des formations en distanciel. On est parfaitement conscient que quand des entreprises qui font du business ont énormément de personnes sur le terrain, de faire une formation, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte beaucoup d'argent de faire des formations en présentiel. Ça coûte cher, certes, mais vous pouvez aussi, selon la cartographie des risques que vous avez fait, sélectionner une poignée de personnes qui sont à risque. Donc, pour les autorités, ne pas faire des formations en présentiel en disant « Oh là là, c'est trop cher, oh là là, pour le planning de tout le monde, c'était trop compliqué », eh bien, ce n'est pas une raison valable. Donc, ce qu'on va faire, c'est, comme les formations en présentiel sont jugées par les autorités américaines, par les autorités françaises, que ce soit anticorruption, que ce soit autre, eh bien, on va juger que ces formations en présentiel sont ce qui est jugé le plus efficace pour faire changer les comportements des gens pour éviter qu'ils ne fassent des choses qui ne soient pas éthiques. Donc vous voyez, là par exemple, le DOJ, Department of Justice américain, a estimé que oui, si vous faites des formations, c'est bien, mais est-ce que vous seriez capable d'expliquer pour quelles raisons vous avez fait des formations en distanciel plutôt qu'en présentiel? Ça c'est important, hein, parce que le raisonnement va être le même pour les autorités françaises, italiennes, espagnoles, en cas de corruption, en cas de pratique anticoncurrentielle. Et à un moment, si jamais vous dites « Attendez, non, c'est bon, moi j'ai fait mon programme de conformité. » Comment ça? Mais bien sûr qu'il est efficace mon programme de conformité. Regardez, j'ai fait des formations. Pardon?
Ah oui, des formations en distanciel. Oui, bah, c'est trop compliqué, ça coûte trop d'argent. Et c'est à ce moment-là où probablement les autorités vont vous dire, bah, excusez-moi, mais c'est pas crédible ce que vous dites. Je sais que ça coûte de l'argent. C'est votre devoir. D'ailleurs, vous avez un devoir vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis des gens qui ont mis de l'argent en interne, de diminuer les risques. Pourquoi vous avez choisi des formations en présentiel ou plutôt qu'en distanciel, ou inversement en distanciel plutôt qu'en présentiel? Est-ce que vous pouvez le justifier? Et si vous n'arrivez pas à le justifier, eh bien dans ce cas-là, vous allez être jugé non crédible lors du déploiement de votre programme de conformité. Donc en fait, ça va être très simple. Ce qu'il va falloir faire, et c'est comme ça que moi je m'aide grâce aux outils de Daizen et Nathan, eh bien qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ma cartographie des risques, et dans ma cartographie des risques, je vais regarder quelles sont les personnes qui doivent en priorité être formées en présentiel. Et ensuite, les personnes qui, par exemple, sont dans le orange ou dans le jaune, c'est-à-dire les salariés du département commercial, là, par exemple, vous voyez, ils sont en orange, bon, ceux-là, ok, je ferai peut-être un mixte entre présentiel et distanciel, ou peut-être que je ne ferai que du distanciel, mais régulièrement. En revanche, les salariés du département appel d'offres, tels que vous voyez là, qui sont en rouge, ceux qui sont en haut et le plus chaud dans la cartographie des risques, eux, normalement, il n'y a pas photo, il faut leur faire une formation en présentiel. Parce que si vous faites une formation en distanciel pour ces gens-là, je suis quasiment sûr que les autorités vont vous dire c'est pas sérieux ce que vous avez fait. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à négocier avec eux par la suite. Donc oui, vous voyez, normalement, par défaut, mais vous pouvez avoir chacun, évidemment, dans chaque entreprise, il y a des choses qui diffèrent, mais en général, le stratégique, la direction, doit faire l'objet d'une formation en présentiel. Mais j'avoue, c'est assez rare, parce que, évidemment, la direction, elle n'a pas le temps, et la direction pense que comme elle n'est pas sur le terrain, eh bien, elle n'a pas besoin d'être formée. Or, vous vous souvenez, on a dit le conduct of the top et non pas juste le tone of the top, eh bien, la direction doit être formée normalement en présentiel. Le management doit être formé normalement en présentiel. Donc, le management qui fait partie, je reviens en arrière, du groupe qui est dans le rouge, c'est sûr que ce management-là, il doit être formé en présentiel. Mais si jamais vous avez d'autres personnes dans la cartographie des risques, ou qui est dans le middle management, ou l'opérationnel, vous pouvez aussi mixer avec du distanciel, par exemple avec les outils Daizen ou Nathan. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez faire un mix. Vous pouvez aussi, très bien, et je vais vous le montrer juste après, faire que des gens en distanciel et que des gens en présentiel, et au milieu, vous pouvez choisir si ce sera du distanciel ou du présentiel. Vous pouvez mixer. Moi, c'est ce que je fais très régulièrement. Vous voyez, par exemple, pour les formations, là, eh bien, les formations en présentiel peuvent être déployées de 3 façons différentes. Le premier type de formation, c'est le présentiel pur. Vous arrivez, vous faites comme là, je fais devant la caméra, bonjour, bienvenue, nous allons faire une formation en droit corruption, en droit de la corruption ou en droit antitrust, prenez place, et je fais passer des slides, et ok, c'est une formation en présentiel pur. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, qui fonctionne très très bien, et ça, grâce aux outils Daizen et Nathan. Qu'est-ce que je fais? Je vous donne ma façon de faire, moi, personnelle. Quand ce n'est pas possible de faire la troisième solution, je vais à mi-chemin. Je demande à l'entreprise de déployer le e-learning en amont de la formation en présentiel. Comme ça, lors de la formation en présentiel, on peut rebondir sur ce qu'ils auront fait en distanciel, dans un e-learning. Donc c'est très intéressant puisqu'on peut leur poser la question, alors comment vous avez trouvé était le e-learning? Est-ce qu'il y a des situations qui vous ont choqué? Est-ce que vous pensez qu'il y a des situations qui seraient deal breaker, anti-business? Est-ce que vous voulez qu'on en discute, etc., etc. Et là, il y a beaucoup de gens qui se lâchent et qui disent « Ah ouais, non, enfin, vous êtes gentil, mais dans telle situation, pour nous, dans notre entreprise, c'est pas possible comme ça, machin. » Et dans ce cas-là, on va commencer à discuter et c'est là où on va pouvoir recadrer les personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est on déploie avant la formation en présentiel, le e-learning. Mais attention, hein, vous savez, hein, on va le voir tout à l'heure, il y a une courbe de l'oubli. Hein. Il ne faut pas que le déploiement se fasse au-delà de 3 mois. Logiquement, il faudrait faire un déploiement en distanciel avant le présentiel à 2-3 mois avant, mais pas plus, hein, parce que sinon les gens vont complètement oublier. Je l'ai fait pour beaucoup de clients et ça a très très bien fonctionné. Ensuite, donc ça c'est la deuxième solution. Il y a une troisième possibilité, et celle-là, elle est absolument géniale, et là je remercie encore donc, Nathan et Daizen d'avoir imaginé cette solution-là, c'est pendant la formation en présentiel, on projette sur l'écran le e-learning en serious game. On montre une situation, les gens regardent la situation, on leur demande de voter et de dire, alors à votre avis, qu'est-ce que vous choisiriez dans telle situation? Anticorruption, antitrust, RGPD, etc. etc. Qu'est-ce que vous choisissez? Donc il y a une discussion, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui disent, mais non, moi je ne crois pas, etc. Donc vraiment, ça fait participer les gens, moi j'aime énormément ce type de formation.
Et une fois qu'on a projeté la situation, la personne explique en disant, bah, vous voyez, dans telle situation, je peux comprendre, et ça c'est aussi très intéressant, vous dites, je peux comprendre que vous ayez choisi cette solution-là, mais ce n'est pas la solution la plus optimale. Moi, je vous conseille, dans la vraie vie, de faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que là, vous respectez le droit et en même temps, vous êtes pro-business. Donc voilà pourquoi les formations en présentiel peuvent et devraient toujours mixer le distanciel. Donc là, vous voyez, par exemple, pendant la formation, vous avez des situations qui sont des situations de droit de la concurrence, là, par exemple, que vous allez projeter. Bon, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, avec l'outil Design Nathan, j'utilise très souvent ça en formation. La différence aussi, avec les solutions là, que moi j'utilise chez Design Nathan, c'est la chose suivante. C'est qu'il existe, vous le voyez en haut, là sur l'écran, vous le voyez en haut à gauche, il y a souvent des e-learning qu'on appelle des e-learning 2D. Le e-learning 2D, c'est quoi? Alors ça c'est quand les personnes, les opérationnels, vont faire la formation à distance. Hein. Ils sont tout seuls devant leur écran. Les formations à distance e-learning 2D, comme vous voyez en haut à gauche, c'est juste des slides en fait qu'ils avancent. Et donc c'est pas très intéressant pour la personne. Déjà, n'oubliez pas que ce sont des formations qui sont obligatoires. Ils vont le prendre sur leur temps de business. Donc déjà, si c'est même pas quelque chose qui est, on va dire, sexy hein, à regarder, ils vont cliquer, ils vont avoir le sentiment de perdre leur temps. Donc ça, c'est l'e-learning classique. Mais la différence avec les e-learning que moi j'utilise avec Nathan et Design, c'est le 3D, celui qui est en bas à gauche. Le graphisme 3D, c'est beaucoup plus entraînant pour les gens. Et ils vont devoir faire des choix. Ce n'est pas juste cliquer sur les slides pour les faire avancer. Là, ils se mettent en situation et ils vont faire des choix. Et donc, vous avez sur le petit tableau qui est sur le côté droit, vous avez la différence entre les e-learning classiques et les e-learning type Serious Game que proposent Nathan et Design. Donc, on arrive à la fin bientôt de notre masterclass. Donc là, amont du programme, on a été content, on a fait nos documents, on a fait le déploiement de toutes ces choses-là. Encore une fois de plus, hein, vous avez le détail vraiment précis dans la norme ISO ou alors dans les documents de l'AFA pour l'anticorruption ou dans les documents de l'autorité de la concurrence pour le droit de la concurrence ou dans des documents de la CNIL pour la CNIL. Donc, moi, je vous ai fait un résumé hein, sur l'amont. Hein, il n'est pas complet. Hein. Ensuite, le cœur du programme, ce sont les formations. Mais en revanche, vous avez aussi un aval du programme. Vous connaissez peut-être, ou vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la forgetting curve, c'est-à-dire la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est très simple. Et on a tous été, et on est tous victimes de ça. Hein, c'est on apprend quelque chose et on l'oublie. Vous voyez là, les études, c'est une étude d'Oxford qui a montré ça. On l'oublie au bout d'un mois. C'est humain. On a tellement d'informations, et encore plus quand on fait du business, on a tellement d'informations qui arrivent que, évidemment, notre cerveau doit faire le tri. Donc on oublie au bout d'un mois. Ce qu'il faut aussi savoir, qui est très intéressant et qui va faire écho aux formations en présentiel, c'est quoi? C'est que quand la source qui vous donne l'information, qui vous fournit les informations, si cette source n'est pas indépendante, on a moins tendance à y croire et on a moins tendance à la retenir. C'est pour ça que c'est très intéressant quand vous avez des intervenants extérieurs de l'entreprise qui viennent. Puisqu'on a les études d'Oxford ont montré que quand une personne indépendante qui ne faisait pas partie de la société venait pour faire une formation, on était déjà beaucoup plus détendu parce qu'on a plus la possibilité de dire ce que l'on a sur le cœur. Quand on vous dit que vous n'avez plus le droit de faire des cadeaux, vous n'avez plus le droit de faire des invitations, les gens, ils ont l'impression qu'on leur casse leur business. Quand c'est une personne indépendante, je ne dis pas qu'ils sont totalement acquis à la cause, mais ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion et donc ils réceptionnent le message beaucoup plus facilement. Mais ce message ayant été reçu beaucoup plus facilement, qu'est-ce qui va se passer? On va mieux retenir l'information. Mais ça ne change rien, au bout d'un mois, vous allez tout oublier. Donc qu'est-ce que les autorités demandent? C'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des piqûres de rappel. Il faut faire des piqûres de rappel régulièrement. Et vous voyez l'étude là que vous voyez sur le graphique, eh bien, il dit la chose suivante. Il dit, évidemment qu'on va complètement oublier que avoir retenu les règles éthiques, on va l'oublier au fur et à mesure parce qu'on est submergé par du business, mais on va oublier ces règles éthiques. Moi, je le vois. Tous les ans, je fais des formations pour certains clients, c'est très régulier, tous les ans. Je fais des petits tests, mais vraiment, comment dirais-je, subtils. Je me rends compte qu'il faut qu'ils aillent chercher très profondément dans leur tête pour se souvenir des règles de concurrence ou des règles de corruption. Et donc là, la piqûre de rappel que moi j'utilise, c'est un outil qui a été développé par Design, c'est sur des téléphones portables ou sur ordinateur, hein, vous avez des petites cartes
qui vous rappellent les principes essentiels et qui vous font des mini-tests pour que vous pouvez déployer ça en tant que Chief Compliance Officer, c'est-à-dire le directeur de la compliance, ou en tant que directeur juridique, ou en tant que ressources humaines ou autre, ou secrétaire général de l'entreprise. Eh bien, vous allez déployer sur une application, vous allez déployer cette petite piqûre de rappel régulière pour qu'il n'oublie pas les thèmes principaux. Vous ne pouvez pas refaire toute la formation, mais les thèmes principaux sur les cadeaux, sur les invitations. Par exemple, le montant des invitations ou des cadeaux maximum, au-delà duquel on n'a pas le droit, ou alors qu'on n'a pas le droit de faire, ou alors il faut demander en interne l'autorisation. Eh bien, ça, c'est sûr et certain que vous allez le dire une fois pendant une formation, et les gens vont certainement oublier. Évidemment, ça sera marqué dans votre code de conduite ou dans la charte éthique que, par exemple, on ne veut pas que vous fassiez des cadeaux au-delà de 75 € par an, par personne. Mais qui va aller, avant d'aller chercher un cadeau pour un client ou un fournisseur avec qui il fait du business, qui va aller chercher dans son code de conduite le montant exact? Ah oui, mais attends, c'est quoi la procédure? Ah, il faut que j'aille sur... C'est trop compliqué. Donc, si régulièrement, la petite piqûre de rappel que vous avez mis, parce qu'en fait, cet outil-là, vous pouvez le faire sur mesure. Donc, vous allez pouvoir mettre le montant que vous voulez. Et tous les ans, les gens sur leur application, on va juste leur demander une petite piqûre de rappel en disant, n'oubliez pas, le montant des cadeaux maximum par an, c'est 75 €, 80 €, 120 €, enfin. Hein, et si vous voulez aller au-delà, vous avez toujours le droit, mais vous devez demander l'autorisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils oublient cette règle-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah ben non, c'est plus de 75 €, très bien, je ne fais pas de cadeau. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que 75 €, c'était le montant au-delà duquel vous aviez quand même le droit de faire un cadeau, mais il fallait vérifier avant si c'était possible. Vous voyez, c'est là où on passe du deal breaker au pro-business. Le deal breaker, c'est les gens qui ont été mal formés, qui n'ont pas de piqûre de rappel et qui vont dire, ah ben non, c'est au-delà de 75 €, je ne fais plus de cadeau. Alors que si jamais ils sont bien formés, qu'ils ont toujours en tête ce montant-là, avec la règle qui dit qu'au-delà de 75 € ou 80 €, ce que vous avez défini dans votre code de conduite ou charte éthique, eh bien à ce moment-là, ils peuvent continuer à faire du business, ils font des cadeaux. Et il y a quelqu'un qui va valider. Tu veux faire un cadeau de 120 €? Pourquoi? Ah, c'est le directeur général. Oui, ok, dans ce cas-là, ça peut se justifier. Donc les piqûres de rappel, c'est très important. On arrive donc bientôt à la fin de notre masterclass. Et là, en aval du programme, c'est bien de faire des piqûres de rappel. C'est important, hein, vous verrez, tous les documents, que ce soit anticorruption, antitrust, RGPD et autres, font une mention de ces piqûres de rappel. Et là, on arrive aussi sur les deux derniers outils qu'il faut déployer dans un programme de conformité. C'est ce qu'on appelle les hotlines et les helplines. Donc il y a une petite différence entre les deux. Vous avez compris que le helplines, c'est quelqu'un qui va passer un coup de fil en disant « Écoutez, là, je suis dans une situation, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main parce que je ne me souviens plus ou je ne comprends pas bien ce que je dois faire ?» Ce n'est pas une hotline où on dit « Là, j'ai vu quelque chose qui est complètement contraire à l'éthique que l'on a dans notre entreprise et là, je voudrais vraiment tirer la sonnette d'alarme. » Et donc, il y a une différence entre helplines et hotlines. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Et dans le déploiement, enfin, sauf si ça vous intéresse un peu en parallèle, mais helplines, hotlines, vous pouvez le déployer assez facilement. Plus la helpline, c'est beaucoup plus facile qu'une hotline. Donc, souvent, ce que l'on fait, si on n'a pas les ressources en interne ou qu'on n'a pas envie de s'embêter à répondre au téléphone pour une helpline ou une hotline, parce qu'on a aussi décidé peut-être qu'en interne, on voulait que les gens se sentent libres de passer un coup de fil à une helpline ou à une hotline, et que donc si celui qui décroche, c'est le manager ou le directeur général ou le directeur commercial, il est évident que les gens ne vont peut-être pas oser le faire. Donc, dans ce cas-là, ce que l'on fait souvent pour des helplines ou des hotlines, on externalise la gestion de l'appel. Donc ça peut être soit un cabinet d'avocats, soit une entreprise qui est connue, un AVEX c'est assez connu pour ça, où vous allez avoir des hotlines avec des gens qui vont répondre, ils parlent toutes les langues et ils sont formés avec un brief pour pouvoir répondre à tout ça. Et ils vont gérer surtout l'appel. Et donc c'est très intéressant parce que les hotlines, les helplines, je vais être franc avec vous, en général, on met des helplines ou des hotlines en place. On a constaté avec les entreprises qu'il y avait quand même peu de gens qui l'utilisaient. Mais en revanche, quand les gens l'utilisent, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et grâce à cette hotlines ou helplines, vous pouvez déterminer des choses qui se passent en interne que vous n'avez pas détectées dans votre cartographie des risques. Et ça, c'est aussi important de le faire. Donc ça, vous pouvez le sous-traiter. Attention, ne pas oublier aussi que les hotlines, helplines doivent respecter les règles du Code du travail. Et enfin, il est obligatoire dans certains cas, par exemple en droit anticorruption, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très vivement conseillé dans d'autres domaines du droit, de mettre en place un système de lanceur d'alerte, ce qu'on appelle le whistleblowing. Et là, la mise en place d'un programme de lanceur d'alerte, ça revient à ce qu'on a vu juste avant. Par exemple, Navex le fait, vous voyez, là c'est marqué whistleblowing and hotlines. Eh bien, vous pouvez sous-traiter, externaliser. Souvent, je vais être franc avec vous, il est préférable d'avoir un système de whistleblowing, alors à moins d'être une énorme entreprise avec le budget pour ça, mais il est préférable
préférable d'externaliser le whistleblowing. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours les outils en interne pour pouvoir prouver qu'il y a l'anonymat ou la confidentialité du lancement d'alerte en interne. Souvent, ce qu'on fait, les entreprises qui ne veulent pas déployer, qui ne veulent pas externaliser et qui veulent le faire en interne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire « Ah bah non, bah c'est bon, on a mis un téléphone, vous appelez et puis vous lancez l'alerte ». Ça, ce n'est pas jugé du tout crédible par les autorités. Parce qu'on sait très bien que si la personne qui décroche, elle est connue par la personne qui lance l'alerte, il va y avoir un problème et la personne ne va pas oser. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, je pense que le système de lanceur d'alerte et de whistleblowing, il vaut mieux l'externaliser au maximum en dehors. Et donc vous regarderez, il y a 4 composantes pour être jugé sérieux et efficace qu'il faut suivre pour que votre système de lanceur d'alerte, whistleblowing, soit jugé efficace. Il est tout à fait possible aussi, par exemple, de faire la chose suivante avec la solution Dasein et Nathan, de faire la chose suivante. Quand vous allez déployer le système de lanceur d'alerte ou de whistleblowing, il est indiqué dans les documents des autorités, concurrence, anticorruption ou autres, il est indiqué que c'est bien beau de mettre en place un système d'alerte, de lancement d'alerte ou de whistleblowing, mais ce qu'il faut, c'est expliquer comment il fonctionne. Parce que c'est trop facile de dire « Oh oui, ben on a mis en place un système de whistleblowing, de lanceur d'alerte », mais si les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, eh bien ça ne sera pas jugé crédible. On va vous dire « Oui, c'est bien, vous avez coché la case whistleblowing, lanceur d'alerte », mais les gens ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc, vous avez fait, excusez-nous, on présume que vous avez fait un peu exprès pour ne pas avoir de remontée d'alerte et que donc, vous n'ayez pas à régler les problèmes. Mais maintenant, surtout en corruption, il faut savoir que si vous ne mettez pas en place un système de whistleblowing, vous pouvez déjà être condamné. 2, vous ne pouvez pas avoir des informations de ce qui se passe en interne. 3, la personne qui ne va pas utiliser le whistleblowing parce qu'il va estimer que c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer l'alerte à l'extérieur. Et si vous lancez l'alerte à l'extérieur, vous pouvez très bien avoir des gens en interne dans votre entreprise qui vont contacter des journalistes parce qu'ils vont dire « Ouais, ça va, j'ai voulu lancer l'alerte en interne, j'ai rien compris comment ça fonctionnait, ou alors c'est trop compliqué, ou alors je suis sûr que ça va pas être fait objectivement, que je vais avoir des retombées, des représailles, etc. » Donc la personne va aller directement lancer l'alerte en dehors, et donc soit des journalistes, soit directement aux autorités. Ce que normalement les entreprises essayent d'éviter au maximum. Donc, il faut absolument que vous expliquiez le fonctionnement de votre système d'alerte en interne. Et pour ça, vous pouvez soit faire une petite vidéo. C'est ce qu'il y a, par exemple, dans le Serious Game e-learning de Dasein sur l'anticorruption, où on explique comment fonctionne le whistleblowing. Mais vous pouvez aussi mettre un document qui explique comment fonctionne le whistleblowing. Ça peut être une page et demie, 2 pages, sous forme de dessin ou autre, ce que vous voulez. Mais il est très important d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc, encore une fois de plus, vous voyez, là, vous avez une possibilité d'externaliser le lanceur d'alerte. Et vous avez logiquement un process bien pratique. Donc là, je vous ai mis ça. Si jamais vous voulez faire pause sur la vidéo, vous regarderez. Il faut passer par certaines étapes pour que le système de lanceur d'alerte soit jugé crédible et efficace. Donc, on arrive à la fin de cette masterclass avec Dasein et Nathan. Moi, je vous ai expliqué les outils que j'utilisais. Donc, c'est vrai que j'utilise souvent les outils Dasein et Nathan pour les formations, mais aussi en amont pour communiquer les codes de conduite, les chartes éthiques, mais aussi pour le tone of the top, et aussi pour l'aval du programme pour les systèmes de whistleblowing, etc., etc. Et donc, voilà qui met un terme à notre masterclass sur les programmes de compliance en action. Merci beaucoup.